Chapitre 1. L'enfant de la hache. Laissez-moi vous raconter une histoire qui commence, comme toutes les bonnes histoires, par un cri. Pas n'importe quel cri, je vous prie de croire, mais celui qui brise le verre, fait cailler le lait et fait tomber le linge de la sage-femme du village dans l'horreur. C'était le genre de cri qui résonnait contre les murs des petites chaumières boueuses, rebondissait sur les gibets enchaînés et donnait aux corbeaux du village de quoi croasser pendant des semaines. C'était le moment où Thomas est né. Maintenant, la plupart des bébés du village de Curdleton arrivaient avec un doux pleur, un léger reniflement, peut-être un doux gargouillement qui disait « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir un peu de lait ?» Pas Thomas. Non, il est arrivé au monde avec un hurlement si puissant qu'il a mis le feu à la barbe du vicaire. Enfin, pas littéralement, mais presque. C'était comme si l'univers avait regardé en bas, avait vu le bébé allongé dans un berceau de paille, imbibé de sang, sous l'ombre de la potence, et avait pensé « Ah oui, celui-là, donnons-lui un peu de flair dramatique. » Thomas était, vous voyez, le fils du bourreau du village, et à Curdleton, ce n'était pas un emploi pour lequel on postulait. C'était une malédiction familiale transmise comme une infestation de poux particulièrement agressive. Si ton père brandissait la hache, on s'attendait à ce que tu grandisses, prennes la lame familiale et apprennes à séparer les têtes des épaules avec style et un minimum de désordre. Le père de Thomas, Godric le Sombre, appelé ainsi parce qu'il avait la personnalité d'un navet en deuil, était l'homme que l'on appelait lorsque quelqu'un devait être convaincu que voler un poulet n'était pas une bonne idée. Dès le moment où Thomas poussa son premier cri de défi, le village savait exactement ce qui l'attendait. La femme du forgeron se signait chaque fois qu'elle le voyait. Le boucher lui offrait des os au lieu de bonbons. Et les autres enfants? Eh bien, ils jouaient à un jeu délicieux, appelé « Fuir l'enfant du bourreau », qui impliquait beaucoup de cris, de gestes et quelques projectiles de bouse de vache occasionnels. Les jouets de Thomas étaient, disons, peu conventionnels. Là où les autres enfants avaient des poupées de chiffon et des épées en bois, Thomas avait une potence miniature, un ensemble de menottes en jouets, fabriquées avec amour par son père, et un vieux bloc de bois qui servait aussi de station d'entraînement à la découpe. Son père lui avait même sculpté une petite hache d'entraînement, dont le manche était étrangement collant malgré le fait que Thomas ne se rappelait pas qu'elle ait été trempée dans quoi que ce soit d'autre que de l'air. Les conversations familiales lors des dîners étaient tout aussi charmantes, alors que la plupart des foyers discutaient de la météo et des récoltes. Les Godric débattèrent de savoir s'il était plus humain de pendre une fois ou deux, et si un bon trempage dans la bière, avant une exécution, rendait la décapitation plus propre. Maintenant, ne vous méprenez pas. Godric le sinistre n'était pas un mauvais père au sens traditionnel du terme. Il avait appris à Thomas à lire et à écrire, s'est assuré qu'il mangeait sa bouillie et, les bons jours, lui lisait même des histoires du soir, tirées du précieux tome de la famille, le guide illustré de la décapitation, approprié et autres divertissements pour toute la famille. Mais l'amour, dans le foyer de Godric, se manifestait par une tape rugueuse sur la tête après une décapitation particulièrement réussie. À l'âge de 6 ans, Thomas avait déjà assisté à plus d'exécutions publiques que la plupart des gens n'allaient à l'église. Il pouvait réciter les dernières paroles de chaque criminel des 3 dernières années, avec des inflexions dramatiques. Il pouvait imiter la façon dont son père ajustait sa posture pour les criminels plus grands, le petit mouvement qu'il faisait avant chaque coup, et la façon dont la foule retenait son souffle en chœur lorsqu'une tête particulièrement juteuse tombait dans la sciure,
Mais malgré toute son exposition au métier, Thomas n'était pas vraiment ravi à l'idée de devenir le prochain Godric le Sinistre. Pour commencer, les villageois le traitaient comme un mélange entre un chien enragé et un lépreux. Les vendeurs du marché plaçaient son pain au bout de l'étal, utilisant des pinces comme s'il était fait de goudron bouillant. Le boulanger avait une fois saupoudré du sel en cercle autour de lui lors de la fête du 1er mai, murmurant des malédictions sous son souffle. Et le pire de tout, le prêtre avait refusé de laisser Thomas prendre la communion, murmurant quelque chose à propos de « mains impures ». C'était un peu fort de café, étant donné que le prêtre lui-même avait été vu emprunter des pièces à ce même Godric qu'il méprisait si ouvertement. Le seul refuge de Thomas était Élise, la fille du pharmacien. Élise, avec ses boucles indomptées et ses taches de rousseur comme de l'orge dorée au soleil, n'avait pas peur de grand-chose, sauf peut-être de la colère de sa mère quand elle rentrait tard. Elle était la seule à ne pas sursauter quand Thomas passait. Il se retrouvait derrière le hangar aux herbes, où elle lui montrait comment faire des cataplasmes, et il lui montrait comment aiguiser une lame sans se couper le pouce. C'était une amitié étrange, la fille du guérisseur et le fils du bourreau. Mais ils s'emboîtaient comme des pièces de puzzle mal assorties, maladroits, un peu irréguliers, mais étonnamment bien ajustés. C'était Élise qui avait appris à Thomas comment tresser des fleurs sauvages en couronne, bien qu'il refusât de les porter en public. Pas parce qu'il ne les aimait pas, il les aimait, mais parce que les garçons du village avaient déjà commencé à l'appeler « petit trancheur », et il n'avait pas envie d'ajouter « fait des fleurs » à la liste. Et c'est Thomas qui a appris à Élise à lancer une hache. Son premier lancer fut large et faillit se loger dans le flanc d'un cochon très surpris. Ils ont ri si fort qu'ils en ont presque pleuré, ce qui, à Curdleton, était aussi proche du bonheur qu'on pouvait l'être sans une chope d'hydromel. Mais le bonheur, comme c'est souvent le cas dans des endroits comme Curdleton, avait la durée de vie d'un navet particulièrement mûr. Le jour arriva où le monde de Thomas bascula comme une corde de potence, glissant sous ses pieds. C'était un mardi, le jour de l'exécution, bien sûr, et la place du village était en émoi, avec le genre d'excitation habituellement réservé aux épidémies de peste ou aux explosions spontanées de moutons. Godric avait été appelé pour s'occuper d'un voleur, un vieil homme qui avait volé une miche de pain, pas exactement palpitant, mais c'était une semaine calme. Thomas, se tenant à la lisière de la foule, regardait son père monter sur l'échafaud. Le vieil homme tremblait, la foule huait, et la hache de Godric brillait méchamment au soleil. Tout se passait comme prévu, jusqu'à « Thomas, monte ici ». Le silence tomba comme un sac de pommes de terre mouillées. La foule se tourna d'un seul mouvement, les visages béants comme des poissons au marché. Thomas sentit son estomac se nouer dans ses bottes. Godric fit signe, sa main en griffe tordue dans les airs. « C'est le moment que tu apprennes le métier de la famille, garçon. » Thomas avança en traînant les pieds, les genoux tremblants, les mains moites. Les yeux d'Élise croisèrent les siens à travers la foule, grands ouverts de peur, ses lèvres murmurant « Ne fais pas ça ». Mais Thomas n'avait pas le choix. C'était ça, le truc d'être un Godric. Tes choix étaient faits pour toi avant même ta naissance. Godric lui tendit la hache. Elle semblait plus lourde que le ciel. Le vieil homme leva les yeux vers Thomas, les yeux embués de larmes, les lèvres tremblantes. Thomas essaya de se rappeler ce que son père disait toujours. « Ne pense pas, balance juste. » Il a balancé, il a raté. Eh bien, pas tout à fait. La hache glissa sur l'épaule de l'homme, tranchant un morceau de chair, mais laissant la tête bien attachée.
La foule a poussé un cri, puis a grogné, puis quelqu'un a commencé à rire, haut et nerveux, comme un âne dans une tempête. Thomas se figea, l'horreur inondant ses veines. La voix de Godric aboya derrière lui. Encore! Il frappa à nouveau. Et encore. La troisième fois, la tête du vieil homme finit par se détacher, bien que d'ici là la foule ait éclaté en une cacophonie de huées, de malédictions et, de manière troublante, d'une petite chanson folklorique que quelqu'un avait improvisée sur le moment à propos du garçon qui ne pouvait pas couper une carotte. Thomas descendit de la plateforme en trébuchant, sa tunique éclaboussée de sang, l'estomac en boule. La foule s'écarta pour lui comme s'il était l'apprenti particulièrement maladroit de la faucheuse. Godric lui mit une main lourde sur l'épaule et grogna. « Bon effort, gamin, nous allons affiner ta technique. » Thomas ne l'entendit pas. Il n'entendait que le bruit sourd dans ses propres oreilles, le son de la hache frappant l'os et le chant murmuré qui commençait à onduler à travers la place. 3 coups, 3 coups, 3 coups. Il savait, à ce moment-là, qu'il n'était plus Thomas. Il était le garçon à la hache, celui qui avait besoin de 3 essais, celui qu'on ne laisserait jamais oublier. Et alors que les corbeaux se posaient sur le gibet pour picorer ce qu'il en restait, Thomas savait une autre chose avec certitude. Ce n'était que le début. Chapitre 2. Le garçon qui ne pouvait pas être touché. Ah, l'enfance. Cette période magique des genoux écorchés, des doigts collants. Et si vous êtes le fils du bourreau du village, d'une isolation sociale paralysante, de regards suspicieux et de la peur constante que votre simple présence puisse faire moisir le pain local. Pour Thomas Godric, la vie dans le village de Curdleton n'était pas tant une enfance qu'un épisode prolongé de cache-cache et Chris, où tout le monde se cachait et poussait des cris dès qu'il le voyait. Peignons un tableau, d'accord? Imaginez Thomas à l'âge tendre de 8 ans, debout sur la place du village avec un seau dans une main, un sourire plein d'espoir sur le visage et un rat plein d'espoir dans l'autre. Le rat était pour l'entraînement, bien sûr. Le soleil brille, l'air sent le pain fraîchement cuit, de la boulangerie qui refuse de le servir, et il y a un agréable bourdonnement de bavardage de marché, c'est-à-dire jusqu'à ce que Thomas s'approche. Au moment où ses petites bottes touchent les pavés, la scène se transforme comme un mauvais rêve. Les mères tirent leurs enfants à l'écart, comme si Thomas allait sortir une hache et commencer à récolter des têtes comme un fermier de citrouilles particulièrement agressif. L'apprenti forgeron fait semblant d'être profondément fasciné par un fer à cheval qui est littéralement en feu. Le poissonnier se signe si violemment qu'il manque de se frapper le visage. Et n'oublions pas le boucher. Ah oui, le boucher. Un homme qui vendait des abats avec le sourire et connaissait 17 façons différentes de cuisiner une vessie de porc. Quand Thomas s'approchait de son étal, le visage du boucher se contractait comme s'il venait d'avaler un citron trempé dans du vinaigre, et il murmurait des choses comme « Non, non, gamin, mieux vaut ne pas s'approcher trop près des saucisses. Ne veux pas que les esprits aient des idées. » Quels esprits, exactement? Personne n'en était vraiment sûr, mais à Curdleton, le fils d'un bourreau était considéré aussi malchanceux qu'un chat noir, brisant un miroir, un vendredi 13, tout en éternuant du sang. Le père de Thomas, Godric le sinistre, n'a pas exactement aidé les choses. Chaque fois qu'il traversait le village en traînant les pieds, il dégageait une énergie qui faisait même pleurer les chiens les plus courageux et les poussait à se cacher sous les charrettes. Il portait sa cagoule de bourreau comme une couronne, ses bottes résonnant comme des tambours lointains de malheur. Et Thomas, eh bien,
Il était comme une petite ombre souriante et maladroite qui traînait derrière le nuage d'orage. Même le prêtre, le père Alwyn, traitait Thomas comme un navet particulièrement maudit. Communion, absolument pas. École du dimanche, pas question. La seule fois où Thomas a essayé de rejoindre la chorale, le visage du père Alwyn est devenu de la couleur d'une prune trop mûre, et il a haleté. Le diable chante à travers sa voix. La seule fois où Thomas a essayé de rejoindre la chorale, le visage du père Alwyn est devenu de la couleur d'une prune trop mûre, et il a haleté. Le diable chante à travers sa voix. Donc, le calendrier social de Thomas était, disons, limité. Donc, le calendrier social de Thomas était, disons, limité. Ses compagnons étaient les corbeaux qui se perchaient sur la potence, un vieux chat nommé Soot, qui semblait apprécier la compagnie de Thomas, surtout parce que Thomas ne tentait pas de le noyer. Et bien sûr, Élise, la fille de l'apothicaire. Élise était une créature curieuse, alors que la plupart des enfants fuyaient Thomas comme s'il était un percepteur d'impôts particulièrement bavard. Élise le traitait comme, comme une personne. Elle apparaissait derrière le cabanon d'herbe, avec une poignée d'herbe et un sourire, bavardant sur les propriétés médicinales, pendant que Thomas hochait la tête avec sagesse et essayait de ne pas éternuer à cause de l'odeur des orties séchées. Elle lui a appris quelles plantes étaient bonnes pour les maux de tête, l'écorce de saule, et quelles plantes pouvaient faire vider l'estomac d'un homme plus vite qu'un pot de chambre trop plein, les feuilles de rhubarbe, apparemment. En retour, Thomas lui montra comment tenir une hache correctement, car quelle amitié est complète sans un peu d'entraînement aux armes. Et tous deux s'entraînaient de temps en temps à lancer le hachoir de rechange de la famille sur une souche derrière la potence. C'était tout à fait sain, d'une manière légèrement terrifiante, médiévale. Bien sûr, leur amitié n'est pas passée inaperçue. Les villageois murmuraient, comme les villageois ont coutume de le faire. Ils murmuraient qu'Élise attraperait la malédiction si elle n'était pas prudente, qu'elle finirait comme Thomas, seule, crainte et bannie de la boulangerie. Une poissonnière particulièrement curieuse affirma même que rien qu'en regardant Thomas trop longtemps, votre pâte à pain pourrait ne pas lever. C'était, pour être clair, complètement absurde. C'était hors les compétences de pâtisserie épouvantables de la poissonnière, mais personne n'osait lui dire. La mère d'Élise, la redoutable maîtresse, Henslove, n'était pas non plus ravie de l'arrangement. Elle saisissait les épaules d'Élise, scrutait ses yeux avec toute la subtilité d'un faucon repérant une souris, et murmurait sombrement à propos de la compagnie que tu fréquentes. Mère, Thomas est inoffensif, argumentait Élise, bien que généralement, après le départ de Thomas, car même elle n'était pas assez courageuse pour risquer la colère de mademoiselle Henslove en pleine fureur maternelle. Thomas, pour sa part, essayait de se rendre aussi inoffensif que possible. Il souriait poliment, gardait sa capuche baissée, bien que cela le faisait ressembler à un petit moine triste, et s'abstenait de porter sa hache d'entraînement en public, sauf si c'était absolument nécessaire. Il a même essayé d'aider dans le village une fois, offrant de porter un sac de farine pour la femme du meunier, seulement pour la voir crier, laisser tomber le sac et fuir comme s'il venait de se déclarer roi de la peste. Le seul endroit où Thomas se sentait même vaguement normal était derrière la potence. Là, personne ne l'embêtait, personne n'osait, les corbeaux étaient en son seul public, et ils étaient bien moins jugeants que les villageois. Il s'asseyait au bord de la plateforme, balançant ses jambes et regardant les champs, se demandant si quelque part, loin d'ici, il existait un endroit où les bourreaux n'étaient que des gens, pas des monstres en attente.
Puis vint le jour du grand incident de loi. Cela a commencé de manière tout à fait innocente. Thomas se promenait dans le marché, tentant d'acheter un navet, parce que rien ne dit vivre dangereusement comme un légume racine, quand une oie particulièrement grande et irritable s'est échappée de la peine de la boucherie. Il cancana furieusement, battit des ailes avec la fureur d'un ange vengeur et se précipita directement sur Thomas. Thomas, surpris, fit ce que ferait toute personne sensée. Il leva les mains et essaya de reculer lentement. La oie, cependant, interpréta cela comme un défi et se lança vers son visage tel un missile à plumes. Thomas trébucha, buta sur un pavé lâche et tomba, directement dans un tonneau de hareng mariné. Tout le marché s'est arrêté. Puis, comme un seul homme, ils éclatèrent de rire. « Regardez-le ! Regarde-le !» s'esclaffa quelqu'un. Le garçon du bourreau, battu par une oie. Le garçon du bourreau, battu par une oie. Un démon ne peut même pas gérer un peu de volaille. Un démon ne peut même pas gérer un peu de volaille. L'autre hurla. Même le père Alwyn a été vu en train de rire sous cape, bien qu'il se soit rapidement ressaisi et ait murmuré quelque chose à propos de la justice divine. Thomas était assis dans le tonneau, trempé de saumure et de morceaux de poisson, regardant le ciel, pendant que l'oie se pavanait victorieusement autour de lui, cancanant triomphalement. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé, peu importe ce qu'il faisait. Il pouvait être utile, il pouvait être aimable, il pouvait même sauver un chaton qui se noyait, ce qu'il avait fait l'été dernier. Merci beaucoup. Mais pour ces gens-là, il resterait toujours le garçon du bourreau, le maudit, l'intouchable. Plus tard, alors que Thomas rentrait chez lui, sentant le désastre de fruits de mer, Élise apparut à ses côtés, essayant de ne pas rire. « Eh bien, dit-elle en souriant, au moins tu n'as pas perdu 2 doigts. » Thomas soupira. « Je vais mourir seul, n'est-ce pas? Je vais mourir seul, n'est-ce pas? » Probablement, dit Élise joyeusement. Probablement, dit Élise joyeusement. Puis elle lui tendit une branche de menthe. Tiens, cela aidera avec l'odeur. Et donc, alors que le soleil se couchait sur Curdleton, Thomas rentra chez lui, en traînant les pieds, de la menthe dans la poche, du poisson dans les cheveux, et le lointain son du cri victorieux d'une oie résonnant dans ses oreilles. Ce n'était pas une vie glamour, mais c'était la sienne, et au fond de lui, Thomas soupçonnait qu'un jour, il leur prouverait à tous, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, ils verraient qu'un fils de bourreau était plus qu'une simple ombre avec une hache. Probablement, espérons-le, si les oies ne l'avaient pas eu en premier. Chapitre 3. Les épreuves de la lame. Émoussé. Ah, la glorieuse maladresse du début de l'adolescence. Quand les voix se brisent, les membres deviennent trop longs pour être à l'aise, et dans le cas de Thomas Godric, quand on s'attend à ce que tu apprennes l'art du démembrement public avant même de maîtriser le rasage, bienvenue à l'école des coups durs de Curdleton et à la hache occasionnelle dans le visage. À 13 ans, Thomas était une masse maladroite de coudes, de genoux et de silence pensif. Il avait perfectionné l'art de regarder ses propres chaussures tout en dégageant l'aura d'un candélabre hanté. Ses mains, grandes et maladroites, semblaient perpétuellement teintées d'une aura de terreur existentielle et d'un peu de graisse d'oie provenant de cet incident. Les villageois avaient officiellement amélioré leur surnom. Il n'était plus seulement le garçon du bourreau, mais le marteau de chèvre, grâce à un malheureux malentendu, impliquant une chèvre errante, une hache émoussée et un coup de tête vraiment regrettable. Cela a commencé un matin brumeux, lorsque Godric le Sinistre a décidé qu'il était temps pour son fils de vraiment entrer dans le métier familial,
plus de coups d'essai sur les citrouilles, plus de coupes de bois pour le foyer. Non, aujourd'hui était le jour où Thomas affronterait l'épreuve de la lame émoussée. Un rite de passage que chaque Godric avait enduré, impliquant une hache cérémonielle si émoussée qu'elle pouvait à peine trancher du beurre tiède. La précision avant la puissance, gamin, grogna Godric en tendant à Thomas l'instrument émoussé, avec toute la tendresse d'un homme transmettant un héritage de malheur. Ce n'est pas seulement une question de couper, c'est une question de timing, de posture, et de ne jamais laisser la foule voir que tu transpires. Thomas prit la hache et faillit la laisser tomber. Elle était plus lourde que la honte elle-même. Son premier test, un tronc. Juste une bûche, dites-vous? Oh non, ce tronc avait été soigneusement sélectionné pour une humiliation maximale. Il était noué, tordu, et si résistant qu'il avait probablement survécu à 3 tentatives d'exécution précédentes, avec le village rassemblé, parce qu'ils étaient bien sûr venus. Thomas prit position. Il leva la hache, grimaça les dents et frappa. Tump la hache rebondit comme une cuillère sur un pain rassis. La foule gloussa, il a réessayé. Tump le tronc est resté impassible, intact, avec un air suffisant. Quelqu'un dans la foule a commencé un applaudissement lent et sarcastique. Les oreilles de Thomas brûlèrent d'un rouge si vif qu'elles auraient non pu être utilisées comme lanternes festives. Encore une fois, Godric aboya, les bras croisés, un léger sourire de déception paternelle se dessinant au coin de sa bouche. Thomas frappa plus fort, mettant chaque once de rage et de honte adolescente dans le coup. La hache glissa sur le bois et s'enfonça dans le sol. Une poule au premier rang croassa en signe de protestation. L'apprenti boucher renifla si fort qu'il faillit inhaler un chou. Et puis, la catastrophe frappa une chèvre rebelle et déterminée. Il s'était apparemment échappé de la peine de l'ouvrier du cuir et, dans un moment de malice cosmique, a chargé directement sur Thomas. Les cornes de la chèvre se sont enfoncées directement dans le tibia de Thomas, le faisant tomber en arrière, la hache tournoyant dans les airs. Comme un boomerang brillant et vengeur, il atterrit, par miracle, juste à la limite de la foule. Les villageois, cependant, prirent cela comme un signe de malheur imminent et se dispersèrent dans un tourbillon de tabliers, de paniers et de supériorité morale. La chèvre s'éloigna en se pavanant, laissant Thomas étalé dans la boue, sa fierté s'échappant comme un pot de miel renversé. « Élise va adorer cette histoire », murmura-t-il à lui-même, alors que les corbeaux reprenaient leur surveillance paresseuse depuis les gibets, et oh, comme elle l'a fait. Ce soir-là, alors que Thomas bougonnait derrière l'abri à herbe, Élise arriva avec un pain légèrement brûlé. Un geste de sympathie ou peut-être une blague interne, qui pourrait le dire? Elle raconta l'histoire avec un flair dramatique, imitant la charge de la chèvre avec une série de gestes de la main de plus en plus fous. « Alors, tu es maintenant le marteau de la chèvre, » dit-elle en souriant. « Merveilleux. Juste ce dont j'avais besoin, un autre nom. Eh bien, c'est mieux que 3 balancements. » Thomas gémit, s'affalant sur l'herbe avec le mélodrame d'un homme qui avait affronté à la fois une chèvre et l'inéluctabilité écrasante d'un destin hérité. Mais autant qu'il détestait cela, Thomas devait admettre que le nom avait un certain pouvoir de persistance. Bientôt, les enfants murmuraient « marteau de chèvre » avec admiration, et même le boulanger lui faisait un signe de tête prudent en le voyant passer, bien qu'il ne lui vende toujours pas une vraie tarte. Malgré son début maladroit, Thomas continua à s'entraîner. Jour après jour, il brandissait cette hache jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal,
que ces ampoules ont des ampoules, et que les corbeaux développent un léger intérêt pour ces efforts. Godric, malgré son extérieur bourru, offrait des conseils à contre-cœur. Abaisse ta position, garçon. Ne ferme pas les yeux quand tu frappes. Et le toujours populaire, pour l'amour de Thor, vise Thomas. Mais la véritable percée est survenue lorsque Thomas a réalisé que peut-être, juste peut-être, être le fils du bourreau n'était pas seulement une malédiction. Après tout, il apprenait à manier une arme, à tenir son terrain, et parfois à terrifier une pièce simplement en existant. Bien sûr, le travail venait avec une petite dose de peur existentielle et une fâcheuse tendance à gâcher les pique-niques du village. Mais il offrait aussi quelque chose que Thomas n'avait jamais eu auparavant, une sorte de respect d'étrange et réticent. Eh bien, du respect, ou du moins, les villageois traversaient la rue quand ils le voyaient venir, ce qui, à Curdleton, était pratiquement la même chose. Alors que l'été se transformait en automne, Thomas se retrouvait de plus en plus impliqué dans les affaires familiales. Il a aidé à huiler la hache, à nouer les cordes, et une fois, il a même tenu le registre pendant que Godric comptait les condamnés. Les entrées profétaient une litanie lugubre, fils du meunier, vol de moutons, pendu. Le cousin du boulanger, blasphème, à être fouetté, bouffon, ivre, nuisance publique, pilori pendant 3 jours. Chaque jour, Thomas apprenait un peu plus comment stabiliser une main tremblante, comment lire l'humeur d'une foule. Indice, quand ils commencent à lancer des oignons, il est temps de conclure. Comment garder la lame aiguisée et le cœur, aussi intact que possible. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas facile, et ce n'était certainement pas la vie que Thomas aurait choisie, mais c'était le sien. Et alors que la place du village résonnait du murmure bas des commérages et du cri perçant, des oies jugeantes, Thomas redressa les épaules, saisit sa hache et pensa qu'il chuchote. Un jour, ils verront de quoi je suis fait. Dès que je l'aurai compris moi-même, et quelque part au loin, une chèvre éternua, forte, défiant, et peut-être en approbation. La saga de Goathammer ne faisait que commencer. Chapitre 4. La bataille des lames maladroites. À l'âge de 14 ans, Thomas avait acquis la douteuse distinction d'être la seule personne de l'histoire du village à rater une cible si mal qu'il décapita accidentellement une charrette de choux. Oui, la charrette de choux. Les légumes primés de la vieille Madame Twig ne l'avaient jamais vu venir. Tout le village en parlait encore à voix basse. Le jour où le coup de balancier de Goathammer avait fait rouler des têtes de choux comme des boulets de canon vert à travers la place, renversant la plate de collecte du prêtre et faisant s'évanouir 3 dames âgées en un seul évanouissement collectif. Ça aurait pu être pire, avait murmuré Godric à l'époque, bien qu'il fût difficile d'imaginer comment. Mais le pire est arrivé. Oh oui, cela est venu sous la forme de la première vraie mission de Thomas, former des recrues. Vous voyez, dans une tentative audacieuse, et par audacieuse, je veux dire désespérée, de renforcer les défenses de la ville, le shérif a décidé que chaque homme valide devait apprendre les bases de l'artillerie. Naturellement, quelqu'un devait leur enseigner, et Godric le sinistre n'avait aucun intérêt à perdre son temps, à expliquer les prises de hache aux paysans, qui pensaient qu'une épée large était une manière sophistiquée de couper du fromage, et donc la tâche échut à Thomas. Les recrues, qui allèrent d'un apprenti boulanger, enthousiaste, nommé Ned, à un vieux berger qui sentait le navet et le désespoir, arrivèrent dans le champ boueux derrière la potence, les visages mêlant terreur et amusement mal dissimulés. Ils n'attendaient pas grand-chose du garçon connu, plus pour ses catastrophes de choux que pour ses frappes de précision. Bon, écoutez bien. Thomas beugla
essayant de projeter de l'autorité. Sa voix se brisa quelque part, entre « écoute » et « lève-toi », produisant un son qui ressemblait à un oie en train de caqueter dans un seau. Les recrues ricanèrent. Il redressa les épaules et continua. « Aujourd'hui, nous aborderons la posture, la prise, et comment ne pas vous couper les orteils. » Des questions. Une main se leva rapidement. Elle appartenait à Ned, qui, malgré sa taille de petit tas de foin, affichait une expression de terreur impatiente. « Monsieur ? Et si ma mère ne veut pas que j'apprenne à manier la hache parce qu'elle dit que c'est mauvais pour ma disposition délicate ?» Thomas cligna des yeux. « Dis-lui que tu t'entraîneras avec une cuillère, alors. » Ned avait l'air profondément confus, mais hocha la tête solennellement. Ainsi commença ce que les historiens, ou du moins les corbeaux, appelleraient plus tard la bataille des lames maladroites. Il y avait de nombreux moments forts, aucun d'eux glorieux. Un recrue a réussi à coincer la hache d'entraînement dans un arbre, et s'est ensuite coincé lui-même, en essayant de la récupérer. Un autre trébucha sur ses propres pieds, atterrissant face contre terre dans une bouse de vache, où il resta pendant la majeure partie d'une heure. Thomas a essayé d'inculquer les bases. Gardez une position large, ne fermez pas les yeux lorsque vous frappez, et en aucun cas vous ne devez tenter de décapiter une souche d'arbre en vous tenant dessus. Oui, cela s'est produit. Non, l'homme n'a pas été blessé de façon permanente, mais il boitait après et est devenu connu sous le nom de Greg le boiteux. Élise, bien sûr, trouva toute l'affaire extrêmement divertissante. Elle était perchée sur un poteau de clôture, mâchant une tige d'herbe et offrant des commentaires utiles comme « Celui-là se bat comme s'il chassait une nuée d'abeilles. » Et pensez-vous qu'il est possible de se frapper avec une hache? La réponse, comme il s'est avéré, était oui, si tu es Ned. Thomas essayait de maintenir l'ordre, mais c'était comme de rassembler des canards pendant un orage. Chaque fois qu'il tournait le dos, quelqu'un faisait quelque chose de profondément imprudent, comme essayer de jongler avec des dagues d'entraînement ou inventer une danse interprétative sur les dangers de la bataille. À midi, la patience de Thomas était plus mince que la ligne de cheveux du vicaire. Il rugit « Très bien. Vous êtes tous désespérants. On fait une pause avant que quelqu'un ne perde un doigt ou une tête. Nous faisons une pause avant que quelqu'un ne perde un doigt ou une tête. » Les recrues s'affalèrent sur l'herbe, gémissant, transpirant, et dans un cas, sanglotant silencieusement. Thomas s'est assis à côté d'Élise, qui lui a tendu une pomme légèrement écrasée. « Tes élèves sont enthousiastes, » dit-elle en souriant. « C'est un désastre, » répondit Thomas en prenant une bouchée. « J'aurais plus de chance d'apprendre à une pomme de terre à faire la valse. » Ça pourrait être pire, réfléchit Élise. Tu pourrais être celui qui doit apprendre à manier une hache. Donne-leur du temps, murmura Thomas en observant les recrues, qui avaient commencé un jeu pour voir qui pouvait lancer son poignard le plus loin sans se blesser. Ça ne se passait pas bien. Et puis, comme si l'univers avait attendu le moment exact où le mal de tête de Thomas atteindrait son paroxysme, la catastrophe frappa, une agitation éclata de l'autre côté du champ, une agitation criarde, caquetante, battante, une oie, la même oie, la terreur plumée qui avait tourmenté Thomas auparavant. Elle a fait irruption sur le terrain d'entraînement avec toute la fureur d'un ange vengeur. Elle déployait, yeux perçants, fixés sur Thomas comme pour dire « Nous nous rencontrons, à nouveau, mortels. » « Pas maintenant. » Thomas s'écria, se levant en hâte. Les recrues se dispersèrent, hurlant, lançant des armes d'entraînement en l'air dans une panique totale. Ned, dans un acte de bravoure ou de pure stupidité, essaya de repousser l'oie
avec un balai. Le manche à balai s'est cassé. Loi est restée. Thomas saisit sa hache. C'était de l'instinct, pur et simple. La foule s'écarta alors qu'il se précipitait vers Loi, qui, dans une démonstration impressionnante d'agilité, esquiva à gauche, puis à droite, puis se jeta sur la jambe de Thomas, avec un cri qui ressemblait étrangement à un rire. Ce qui suivit n'était pas une bataille, c'était un ballet épique et absurde. Hommes et oiseaux, enfermés dans une danse mortelle, se faufilant entre des recrues paniquées et des tonneaux qui roulaient. Thomas frappa, rata, frappa, à nouveau, faillit arracher l'oreille de Ned et finalement, miraculeusement, atteignit sa cible. Pas mortellement, je vous prie de le noter. Loi se contenta de croasser avec indignation et s'envola dans un nuage de plumes, laissant Thomas debout au centre d'un cercle de recrues haletantes et ébahies, tenant sa hache en l'air comme un champion de l'absurde. Il y eut un instant de silence stupéfait, puis des applaudissements lents et hésitants. Quelqu'un a commencé à chanter « Marteau de chèvre, marteau de chèvre », et Thomas, les joues rouges et le cœur battant, réalisa quelque chose d'incroyable. Il l'encourageait. Même Élise applaudissait, son sourire large et un peu malicieux. « Eh bien, dit-elle en sautant de la clôture, on dirait que tu as enfin mérité ce nom. » Thomas regarda autour de lui les recrues en sueur et échevelés, les armes éparpillées et l'odeur persistante de plumes d'oie dans l'air. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas digne, et ce n'était définitivement pas prévu, mais peut-être, juste peut-être, c'était un début. Et au loin, cette maudite oie poussa un dernier cri, comme pour dire « À la prochaine, Godhammer !» Jusqu'à la prochaine fois, la saga continua. Chapitre 5. Le chagrin des hallebardes et le fléau des sentiments. Thomas Godric avait 15 ans lorsqu'il découvrit que le chagrin d'amour n'était pas toujours délivré par une hache, ni même par une oie en colère, mais pouvait arriver sous la forme d'une fille de boulanger, particulièrement sarcastique nommée Maud, qui avait l'audace de flirter avec lui avant de s'enfuir pour épouser l'apprenti forgeron. C'était une décapitation émotionnelle que Thomas n'avait pas vue venir. Tout avait commencé de manière suffisamment innocente. Maud lui avait souri au marché, souriant, je vous prie de croire, pendant qu'il essayait maladroitement d'acheter une meule de fromage, que le fromager avait remis avec des pinces, bien sûr, car personne ne voulait toucher les pièces du fils du bourreau, qui étaient apparemment maudites et sentaient légèrement le regret. Maud avait battu des cils et dit à Thomas qu'elle aimait les hommes aux mains fortes. Et Thomas, pauvre Thomas, avait failli s'étouffer avec sa propre langue. Il avait passé la semaine suivante à rêver de Maud, imaginant une vie où ils partageraient du fromage et peut-être, juste peut-être, s'asseoir dans le même banc, à l'église, sans que le prêtre ne semble sur le point de les asperger d'eau bénite. Mais non. Une semaine plus tard, Maud était bras dessus, bras dessous avec Ned, l'apprenti boulanger, et Thomas, le cœur brisé, se retrouva debout dans un champ, tenant une hache, tandis que Ned lui faisait un clin d'œil par-dessus l'épaule de Maud, comme un démon satisfait, recouvert de farine. « La vie est une forge, mon garçon », murmura Godric, lorsque Thomas essaya d'expliquer son chagrin. « Ça te façonne ou ça te fait fondre? Ne deviens pas trop mou, sinon tu finiras comme un tas de scories inutiles. » Ce qui était, pensait Thomas, réconfortant à sa manière sombre et vaguement métallique. Pour faire face, Thomas se lança dans son entraînement, avec une férocité qui alarma même les corbeaux. Il s'entraînait avec des hallebardes, des épées, des fléaux, et une fois, de manière mémorable, avec une louche,
C'était pour une démonstration sur les armes improvisées, mais cela consistait surtout à se frapper le visage. Et puis est venu l'incident de la flagellation. Vous voyez, une partie du devoir d'un bourreau n'était pas seulement le spectacle de couper des têtes, cela impliquait également de fouetter les criminels sur la place du village, généralement pour des offenses comme voler un navet ou faire trop de bruit après le couvre-feu ou regarder la femme du baron un peu trop longtemps. Goderic décida qu'il était temps pour Thomas d'apprendre le noble art de l'humiliation publique. « Souviens-toi, mon garçon, grogna-t-il en tendant le fouet à Thomas. Ce n'est pas seulement une question de punition, c'est une question de performance. Tu dois avoir l'air de t'amuser, même si tu penses au dîner. Thomas a essayé, il a vraiment essayé, mais sa première tentative de flagellation était, eh bien, disons que c'était moins de la fureur du bourreau et plus un poulpe agité ayant une légère crise de panique. Le criminel, un homme maigre nommé Jeb, qui avait été surpris en train de voler du pain, avait l'air plus confus que puni. La foule regardait en silence, perplexe, alors que le fouet de Thomas s'affaissait inoffensivement contre l'épaule de Jeb comme une nouille mal cuite. Élise, qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à se frayer un chemin jusqu'au premier rang, riait si fort qu'elle faillit tomber. Même Loi, perché de manière menaçante à proximité, semblait cancaner avec dérision. La deuxième tentative de Thomas fut plus énergique, mais il compensa trop et se fouetta accidentellement la botte, ce qui le fit trébucher en arrière dans la charrette, à Fleur du Vicaire, qui explosa dans un nu de marguerites et d'indignation juste. La troisième tentative fut, par chance, interrompue par Goderic, qui secoua la tête et murmura « Par la barbe de Thor, mon garçon, tu ferais mieux de t'en tenir à la coupe. » Humilié mais déterminé, Thomas passa les jours suivants à s'entraîner en secret, utilisant un sac de farine attaché à un poteau. Le poteau a survécu, le sac de farine, non. Pendant ce temps, les recrues continuaient à s'améliorer sous sa tutelle accidentelle. Ned, à la grande horreur de Thomas, était en fait assez bon avec une lance, bien qu'il la manie comme s'il embrochait un pain particulièrement agaçant. Élise, toujours la petite créature du chaos, décida de rejoindre les séances d'entraînement pour la science. Elle n'était pas officiellement une recrue, mais personne n'osait lui dire non. Elle s'exerçait à manier une hache avec un tel enthousiasme que Thomas craignait pour l'intégrité structurelle des arbres voisins. « Peut-être que tu devrais te lancer dans le métier, » plaisanta Thomas. Élise sourit, les yeux pétillants. « Seulement si tu promets de m'entraîner, marteau de chèvre. » Thomas grogna. Le nom avait collé. Loi, elle aussi, était restée, apparaissant souvent au pire moment possible, comme un présage aviaire de malheur. Elle a même volé une fois le gant d'entraînement de Thomas et l'a exhibé sur la place comme un trophée. Alors que l'automne se transformait en hiver, Thomas se retrouvait à s'acclimater à son rôle, maladroitement, avec gaucherie, mais il grandissait néanmoins. Il n'était toujours pas invité au festin du boulanger, il n'était toujours pas digne de confiance près du comptoir de fromage. Et il n'en avait définitivement pas fini avec Maude. Mais il apprenait, apprendre à manier une hache sans se couper les orteils, apprendre à se tenir droit, même lorsque la foule murmurait, apprendre que le chagrin d'amour, l'humiliation et les oies indisciplinées faisaient tous partie du métier. Et donc, lorsque la ville tenait son festival annuel des récoltes, Thomas se tenait au bord de la place, regardant Élise danser avec Ned, qui, de manière exaspérante, portait une couronne de blé comme une sorte de prince des récoltes suffisant. Et il pensa, juste un instant, que peut-être, juste peut-être, il survivrait à tout cela.
puis la oie apparut. Elle a croisé le regard de Thomas, a poussé un croassement bas et menaçant, puis s'est élancée. Thomas soupira, prit sa hache et murmura « Pas aujourd'hui, démon à plumes. Pas aujourd'hui. » La saga continua. Chapitre 6. Des voleurs, des recrues et des raids vraiment incommodes. Ah, le printemps à Curdleton, une saison de fleurs épanouies, de tonneaux de hydromel débordants et de l'arôme inimitable du bétail mélangé à une légère appréhension. Le genre de saison où l'on pouvait sortir, respirer profondément, et immédiatement le regretter, parce que le cochon du vieux Grindel s'était encore échappé. Thomas Godric, maintenant âgé de 16 ans, se sentait tout à fait l'héros réticent de cette histoire chaotique. Il avait un peu grandi, s'était un peu étoffé et avait développé un talent particulier pour avoir l'air vaguement menaçant, tout en trébuchant sur ses propres pieds. Les villageois s'étaient habitués à sa présence, comme on s'habitue à un épouvantail légèrement hanté, toujours là, un peu dérangeant, mais utile pour éloigner les voleurs et les pigeons. En parlant de voleurs, le chaos de la saison fut interrompu par une série de raids qui plongèrent le village dans la frénésie. Non, pas les habituelles frasques liées aux chèvres, bien que l'oie, toujours annonciatrice de malice, continuait de rôder dans l'ombre comme un vilain à plumes sorti d'une balade trop dramatique. C'était pire, des bandits. Les bandits, connus sous le nom de Mudfoot Marauders, un nom qui manquait franchement à la fois de menace et d'imagination, avaient pris l'habitude de piller les villages en pleine nuit, volant tout, des sacs de grains, jusqu'à lors d'une mémorable occasion, la précieuse collection de tankards de nouveautés du maire. Le conseil municipal, dans sa sagesse infinie, décida que la meilleure façon de protéger Curdleton était de mobiliser la jeunesse, ce qui, bien sûr, signifiait Thomas et sa joyeuse bande de recrues mal assortis. Parce que qui d'autre feriez-vous confiance pour défendre votre ville, sinon un groupe de paysans à moitié entraînés, un apprenti boulanger trop enthousiaste et une fille qui pensait que balancer une hache sur des arbres était un passe-temps légitime? Godric, comme d'habitude, avait peu de foi en cette entreprise. « Essaie de ne pas mourir, gamin », murmura-t-il alors que Thomas préparait les recrues pour leur première patrouille nocturne. « Ou au moins, ne fais pas en sorte que ça ressemble à ma faute. » Thomas, toujours l'optimiste, tenta d'inspirer confiance à ses subordonnés. « D'accord, tout le monde. Nous mettrons en place des postes de garde. Nous ferons tourner les cars. Et Ned, au nom d'Odin, arrête d'essayer d'aiguiser ta lance sur un baril de beurre. Nous établirons des postes de surveillance, ferons tourner les cars, et Ned, par l'amour d'Odin, arrête d'essayer d'aiguiser ta lance sur un baril de beurre. » Ned leva les yeux avec un air penaud, sa lance scintillant dangereusement près du manche du baril. Juste un entraînement. Juste un entraînement. Élise, maintenant pratiquement la co-capitaine de cette milice de plus en plus absurde, s'appuyait contre la clôture avec un sourire amusé. Élise, maintenant pratiquement la co-capitaine de cette milice de plus en plus absurde, s'appuya contre la clôture avec un sourire amusé. Si les bandits nous voient arriver, ils vont probablement se rendre par pure incrédulité. Thomas ne pouvait pas contredire cela. Leur première patrouille était un cours magistral sur ce qu'il ne faut pas faire lors d'une opération défensive. Les recrues ont réussi à faire tomber 2 tonneaux d'hydromel qu'ils ont ensuite nettoyés de la seule manière qu'ils connaissaient en les buvant. Confondre une vache qui passait pour un bandit et faillir lancer une attaque jusqu'à ce que Thomas intervienne en criant « C'est Bessie !» Bessie, pas un voleur. Perdre de vue Ned, qui a réussi à se retrouver dans une touffe d'orties.
émergeant avec des démangeaisons, le visage rouge et jurant une vengeance éternelle contre toute forme de vie végétale. C'était un miracle que personne ne soit blessé, bien que Thomas se soit cogné l'orteil contre un seau mal placé et ait passé le reste de la nuit à boiter et à murmurer des jurons entre ses dents. À l'aube, ils étaient épuisés, décoiffés et totalement inefficaces. Les bandits, apparemment, avaient jeté un coup d'œil à la patrouille improvisée et avaient décidé de passer complètement Curdleton pour une cible plus lucrative et moins chaotique. Victoire par pure incompétence. Le lendemain, le conseil municipal récompensa les braves défenseurs par une reconnaissance publique. Entendez, un discours interminable du maire sur le courage face à l'adversité et la force de l'esprit communautaire. Thomas reçut une pomme légèrement meurtrie et une poignée de main si molle qu'on aurait dit serrer la main d'une chaussette mouillée. Élise, comme toujours, trouva l'humour dans la situation. « Eh bien, au moins nous n'avons pas brûlé la ville, » dit-elle, alors qu'ils étaient assis sur un poteau de clôture, regardant Ned essayer d'impressionner Maud en jonglant avec des navets. Il a laissé tomber les trois et a failli assommer le chat du boucher. Thomas soupira, Yet. Mais les bandits n'en avaient pas fini. Une semaine plus tard, ils sont revenus, cette fois pendant un orage, parce que rien ne dit entrée dramatique, comme la foudre et la pluie. Thomas, à son crédit, rassembla les recrues. Ils se sont rassemblés sur la place, armes prêtes. Ned, toujours déterminé à prouver sa valeur, portait une casserole sur la tête comme casque. Élise se tenait à côté de Thomas, hache à la main, souriant comme un loup qui venait de repérer un rôti abandonné. Les bandits se précipitèrent sur la place et glissèrent aussitôt sur les pavés boueux, atterrissant dans un tas emmêlé de jurons, de lames et de ce qui semblait être un jambon volé. Thomas, alimenté par l'adrénaline et l'humiliation persistante de sa patrouille précédente, brandit sa hache avec une confiance renouvelée. C'était désordonné, c'était chaotique, et c'était, contre toute attente, efficace. À la fin de l'escarmouche, les recrues se tenaient victorieuses, bien que trempées et légèrement meurtries. Les bandits s'enfuirent, laissant derrière eux une traînée de butin abandonné et des empreintes de pas détrempés. Les villageois acclamèrent, Thomas leva sa hache en signe de triomphe, et Loi, toujours opportuniste, wadla dans la place, saisit le jambon tombé et l'emporta dans la brume. Mena sa plume, murmura Thomas. Élise lui tapota l'épaule. Tu t'améliores dans ce domaine, marteau de chèvre. Il grogna, mais ne put s'empêcher de sourire. Peut-être qu'il n'était plus seulement le fils maladroit, poursuivant les chèvres, ruinant les charrettes de choux du bourreau. Peut-être, juste peut-être, il devenait un leader, alors que la pluie tombait à verse et que les villageois célébraient leur victoire improbable. Thomas jeta un coup d'œil à Élise, à Ned, au visage couvert de boue de ses recrues, et pensa « C'est absurde, complètement et totalement absurde, et il n'aurait pas voulu que ce soit autrement. » La saga continuait. Chapitre 7. De l'amour, de la perte et de l'art de ne pas. Se faire poignarder. Le printemps a peut-être apporté des fleurs et des bandits, mais l'été a apporté quelque chose de bien plus dangereux. Un tournoi. Oui, un tournoi. Le grand, chaotique, poussiéreux, égo-broyant festival de gloire et d'humiliation presque glorieuse qui est arrivé à Curdleton comme un nuage de tempête itinérant rempli de bannières, de fûts de bière et de plus de poils faciaux douteux qu'une convention de barbiers médiévaux. C'était bien sûr l'idée du baron, une célébration de l'esprit martial, l'appelait-il, bien que tout le monde savait que c'était surtout une excuse pour la noblesse de porter des choses brillantes, et pour les paysans de boire
jusqu'à oublier qu'ils étaient des paysans. Thomas, étant le protecteur de facto du village et le marteau de chèvre extraordinaire, a été désigné pour participer. Tu représentes le stock combattant de Curdleton. Le maire avait rayonné, comme si Thomas était un cochon de prix à une foire. Pas de pression, ajouta Élise en souriant malicieusement. Alors, Thomas se tenait là, debout dans un champ, entouré d'un public de villageois, de nobles et d'au moins 3 bardes itinérants qui composaient déjà une ballade intitulée « Le boucher maladroit » de Curdleton. Les recrues étaient là aussi, Ned dans sa tunique trop serrée, habituelle, Maud offrant un salut à moitié désintéressé, bien qu'elle l'ignorât surtout, Éloi, bien sûr, rôdant près de la table des rafraîchissements, comme si elle planifiait le premier coup d'État aviaire au monde. Le tournoi se composait de 3 épreuves, le lancer de hache, le combat en duel et une mêlée générale délicieusement intitulée « La bagarre des bagarres ». Thomas était, prévisiblement, un véritable paquet de nerfs, tenus ensemble par une obstination farouche et l'espoir fugace que peut-être, juste peut-être, personne ne remarquerait s'il s'évanouissait en cours de route. Première épreuve, le lancer de hache. Une tâche simple en théorie, lancer la hache sur une cible et essayer de ne pas décapiter un passant. Le premier lancer de Thomas a majestueusement traversé l'air et s'est enfoncé dans le flanc d'une charrette de foin. Un silence stupéfait tomba sur la foule, suivi d'applaudissements polis de la part de la femme du boulanger qui se tenait à une distance sûre de la cible. « Bonne puissance, mon garçon », murmura Godric sèchement. Dommage pour la visée. Thomas essaya à nouveau, réussissant cette fois à toucher la cible réelle, bien que sur le bord le plus éloigné et le moins impressionnant. Élise applaudit lentement et de manière exagérée. « Bravo, Goathammer. Vraiment, tu es une inspiration pour tous les manieurs de navets. » Ensuite vint le combat singulier. Thomas se mesura à Sir Rupert, un chevalier avec plus de galons dorés que de bon sens, qui insista pour réciter un poème sur l'honneur et la gloire avant le combat. Thomas, déjà en train de transpirer, l'ignora à mi-chemin de la 2e strophe. Lorsque le match commença, Sir Rupert balança son épée comme un homme essayant d'écraser une guêpe particulièrement agaçante, tandis que Thomas, poussé par un mélange de panique et d'adrénaline, réussit à esquiver, trébucher et accidentellement le plaquer dans une auge à eau. La foule éclata de rire. Rupert bégaya, comme un coq noyé, tandis que Thomas, les joues en feu, l'aida avec un haussement d'épaule désolé. « Ai-je gagné ? Gagné ?» demanda-t-il à personne en particulier. « Techniquement, oui, » dit Élise en souriant, « par pure incompétence et chance. » L'événement final était la bagarre des bagarreries, une mêlée chaotique où tout le monde se battait contre tout le monde. Les alliances se formaient et se brisaient en quelques secondes, et Éloi se joignait absolument pour des raisons inconnues. Thomas, maintenant complètement lassé de la journée, entra dans la mêlée, déterminé à survivre plutôt qu'à gagner. Il se baissa, se faufila, et démontra une fois de plus son incroyable capacité à éviter les coups en trébuchant sur d'autres personnes. À un moment donné, il se retrouva face à face avec le nouveau prétendant de Maud, Ned, qui brandissait une poêle comme si c'était Excalibur. « Abandonne !» Ned a couiné, les yeux écarquillés. Thomas cligna des yeux. « Est-ce que c'est point la poêle de ma mère ?» Avant que Ned puisse répondre, Loi frappa, littéralement. Elle mordit la cheville de Ned, le faisant tomber en arrière dans une pile de tonneaux. Thomas, prenant cela comme un signe des dieux de l'absurde, leva sa hache
et poussa un cri de guerre qui était à la fois défi et crise existentielle. À la grande surprise de tous, y compris la sienne, Thomas émergea de la mêlée en tant que dernier homme debout. La foule éclata en acclamations. Le maire lui présenta une couronne de laurier légèrement flétrie, tandis que la fille du baron, Lady Béatrice, lui battait des cils d'une manière qui faisait souhaiter à Thomas que la terre l'engloutisse tout entier. « Bravo, marteau de chèvre !» s'exclama-t-elle. « Tu es un véritable champion. Tu es un vrai champion. » Élise, les bras croisés et le sourcil levé, murmura. « Super. » Élise, les bras croisés et le sourcil levé, murmura. « Super. Maintenant, tu vas être insupportable, Thomas, haletant et couvert de foin, de sang, pour la plupart pas le sien, et d'une légère tache de plume de oie, ne pouvait que hocher la tête. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que le village célébrait avec de l'hydromel et des navets rôtis, Thomas s'assit sur un poteau de clôture, regardant les étoiles. Élise le rejoignit, balançant ses jambes et souriant. « Tu as survécu, tu as vraiment survécu. »« À peine, » murmura Thomas en grimaçant, en frottant une ecchymose particulièrement grande. « Et tu es le champion de la ville. Tiens donc. »« Tiens donc, » Thomas répéta, l'épuisement et l'incrédulité dans la voix. Loi toujours opportuniste, Wadla avec un cri victorieux, traînant une tarte à moitié mangée. Thomas soupira. « Je pense que j'ai atteint mon sommet. »« Oh, tu n'as même pas encore commencé, Goathammer, » répondit Élise, en souriant malicieusement. Et avec cela, ils s'assirent dans l'obscurité grandissante, regardant les villageois danser, chanter et porter un toast à leur héros inattendu. Légèrement ridicule, la saga continuait. Chapitre 8. La rébellion des oies et le grand incident de la tarte. Tout a commencé avec une tarte. Pas n'importe quelle tarte, je vous prie de noter, mais la précieuse tarte aux prunes dorées de la baronne, un dessert si convoité qu'on disait qu'il apportait la bonne fortune à quiconque en prenait une bouchée, à condition, bien sûr, de ne pas s'étouffer immédiatement avec un noyau égaré. Cette tarte en particulier avait été cuite pour le festival du solstice d'été, une affaire somptueuse de rubans, de viande rôtie, et absolument aucune oie autorisée. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, était une négligence de proportions catastrophiques. Le matin du festival se leva lumineux, chaud et plein de croassements sinistres. Les villageois s'affairaient, suspendant des guirlandes et balayant la place, inconscients de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. Thomas Godric, désormais le non-officiel marteau de chèvre, tueur d'ouaillesse et défenseur de la justice, légèrement non-conformiste, avait été enrôlé dans la sécurité du festival, une tâche qui consistait principalement à éloigner les petits-enfants du tonneau de cidre et à empêcher Ned de défier les chiens de passage en duel. Élise était, comme d'habitude, au cœur de l'action, aidant à installer un mât de mai, tout en marmonnant entre ses dents sur l'absurdité des hommes adultes dansant autour d'un bâton orné de rubans. Maud, à la grande frustration de Thomas, tournoyait autour de Ned comme un papillon de nuit attiré par la lumière, riant de ses tentatives de jongler avec des pommes de plus en plus ridicules. Il les laissait tomber, bien sûr, sur le pied du maire. Et puis cela arriva. La tarte a disparu. Un instant, la tarte aux prunes dorées trônait sur la table comme un bijou dans une couronne, scintillant au soleil. Le moment suivant, il avait disparu. Pouf! Il ne restait qu'une seule plume, flottant dans l'air comme une petite déclaration de guerre duveteuse. Le sang de Thomas se glaça. Il se tourna lentement,
les yeux scrutant la place. Et là, perchée triomphalement sur un tonneau, se trouvait Loi. Elle poussa un cri si fort et satisfait qu'un enfant éclata en sanglots. Les villageois se figèrent, réalisant collectivement ce que cela signifiait. Loi avait encore frappé. Pas sous ma surveillance. Thomas rugit, saisissant sa hache. La chasse qui suivit serait racontée à Curdleton pendant des générations. Loi, la tourte fermement serrée dans son bec, s'élança dans la rue principale, elle battant, pieds claquant sur les pavés comme un voleur à plumes dans la nuit. Thomas se lança à sa poursuite, suivi par Élise, qui ne pouvait pas ne pas rejoindre un spectacle comme celui-ci. Ned, qui apporta sa poêle pour des raisons que personne ne comprenait, et la moitié du village, qui était soit trop investi, soit trop ennuyé pour résister. La poursuite serpentait à travers les étals du marché, au-dessus des bottes de foin, et même, à un moment mémorable, à travers la boutique du tailleur, où le tailleur lui-même tenta de frapper Loi avec un mètre ruban, en criant « Tu ne paieras pas pour les retouches, espèce de démon plumé. Vous ne payez pas pour les retouches, espèce de démon à plumes. » Thomas a sauté par-dessus. Une charrette de navets, a failli perdre ses bottes dans une flaque et a finalement coincé Loi près de la fontaine. La tarte, à ce stade, était un désastre, à moitié consommée, avec des prunes dorées, éclaboussées sur les pavés. Thomas leva sa hache, prêt à mettre fin à la folie une bonne fois pour toutes, mais Loi point où elle le fixa, sans cligner des yeux, impassible, comme pour dire « C'est ma ville maintenant, Goathammer, soumets-toi ». Thomas hésita. Il avait affronté des bandits, survécu à des tournois et avait accidentellement plaqué des chevaliers dans des abreuvoirs. Mais ça, c'était un champ de bataille entièrement nouveau. Pouvait-il vraiment frapper une oie avec sa hache devant la moitié du village? La réponse vint sous la forme d'Élise, qui s'avança, les mains sur les hanches, et déclara « Oh, pour l'amour d'Odin, quelqu'un l'attrapait! Oh, pour l'amour d'Odin, quelqu'un le plaquait !» Avant que Thomas puisse réagir, Ned se jeta. Il y eut une bagarre, un tourbillon de plumes et un cri triomphant. La tarte était perdue, Loi s'était enfuie, et Ned est apparu, victorieux, avec une seule prune serrée, triomphalement dans sa main. La place éclata en applaudissements. Le maire a pleuré de joie. La baronne, en apprenant l'incident, déclara que c'était le divertissement le plus palpitant que nous ayons eu depuis la course de cochons de 23. Thomas, quant à lui, était assis par terre, couvert de plumes, de jus de prune et de regrets existentiels. Élise s'est assise à côté de lui, souriante. Alors champion de Curdleton, défenseur des tartes, et toujours complètement à la merci d'une oie. Comment ça fait? Comment ça fait? Comme si j'avais besoin d'un verre, murmura Thomas. Comme si j'avais besoin d'un verre, murmura Thomas. Plus tard dans la soirée, alors que le festival touchait à sa fin, et que les villageois racontaient des versions de plus en plus exagérées du grand vol de tourte, dans lesquelles Loi devenait de plus en plus grosse à chaque récit, à minuit. Elle était de la taille d'un cheval de guerre. Thomas s'assit près du feu, sirotant une tasse de cidre et un égo meurtri. Loi apparut, bien sûr, se pavanant à travers la place avec une suffisance incroyable. Elle s'est arrêtée près des pieds de Thomas, a poussé un léger coin-coin et a laissé tomber un noyau de prune avant de s'éloigner en wadelant dans la nuit. Thomas le fixa. Élise, regardant de loin, éclata de rire si fort que le chien du maire en fut surpris. « Marteau de chèvre » appela-t-elle entre deux éclats de rire. « Je pense que tu as trouvé ton égal. » Thomas gémit et vida son cidre, la saga,
continuait.